Gna 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 gna, le RN, on n'a jamais essayé, ils ont peut-être bien, gna gna gna. Oui, bah allez à Carcassonne, on va voir ce que vous en direz. Bonjour et bienvenue dans le récap. Nous sommes le lundi 29 juin et aujourd'hui, on voyage. Cap sur le sud, bienvenue à Carcassonne, sa cité médiévale, son cassoulet et bien sûr son maire d'extrême droite complètement siphonné, j'ai nommé Christophe Barthès. Juste avant de passer à notre sujet du jour, j'ai un tout petit mot à vous faire passer parce que l'heure est grave, le média pourrait bien disparaître dans les semaines à venir. Pour nous sauver, nous avons besoin de 10 000 donateurs mensuels avant le 30 juillet. Une première étape a déjà été franchie, nous avons dépassé le cap des 3 000 nouveaux donateurs mensuels. Un grand merci à toutes celles et ceux qui nous soutiennent déjà. Mais voilà, la mobilisation doit continuer, le temps presse et à l'approche de 2027, le média, seule télé indé de France, doit continuer d'exister. Pour ça, un seul rendez-vous, cap sur 10k.lemediatv.fr. Et revenons-en à Christophe Barthès à Carcassonne. Alors depuis son élection aux dernières municipales en mars, il ne cesse de se donner en spectacle. Provocation, mise en scène à la Trump et règlement de compte personnel. Le nouvel édile et ancien député les collectionne. Sa dernière frasque date de jeudi dernier, comme on l'a vu dans le Magnéto en tout début de chronique. Alors que des manifestants protestaient sous les fenêtres de la mairie contre l'expulsion des syndicats de la Bourse du Travail, le maire RN est monté sur le balcon équipé d'un tuyau pour arroser les militants. Le tout est évidemment mis en scène et relayé immédiatement sur les réseaux sociaux du bonhomme, accompagné de la légende suivante: la canicule s'est terminée. Oser quand on sait que le département de l'Aude est en restriction d'eau. Pour un ancien agriculteur, il n'est pas très bien renseigné, monsieur le maire. À moins qu'il se sente au-dessus des lois. Bon, ce serait pas la première fois au RN. Alors cette scène lunaire n'est que l'énième épisode de sa guéguerre lancée notamment contre les syndicats. Comme à chaque fois, son courroux prend racine dans sa boursouflure d'ego. Il en veut viscéralement à toutes celles et ceux qui osent le contredire. C'est évidemment le cas des syndicats qui ont l'outrecuidance de militer contre l'extrême droite, mais aussi des médias locaux accusés notamment de manquer de neutralité. Alors permettez-moi de penser que c'est justement tout l'inverse. Enfin bref. Toujours est-il que quand le maire de Carcassonne vous a dans le pif, vaut mieux s'attendre à des représailles corsées. C'est ça le RN au pouvoir. Alors il perd pas de temps, parce qu'à peine 4 jours après son élection, il s'est mis en scène façon Trump, donc, signant un décret anti-mendicité, objectif revendiqué évidemment, faire la chasse aux pauvres dans la cité médiévale. Alors cet arrêté, il a été immédiatement contesté par la Ligue des droits de l'homme en justice, et aussi vite, l'association s'est vue sucrer sa maigre subvention municipale et surtout se faire expulser du local mis à sa disposition. Le signal était pour le moins clair. Pour les contre-pouvoirs, ce sera mise au pas forcé pour tout le monde. Alors sa croisade contre les syndicats, elle date d'une manif contre ces premières mesures notamment. Depuis, le maire il a décidé de leur rendre la vie impossible en les accusant notamment d'être des squatteurs à la Bourse du Travail, ni plus ni moins, et de profiter de l'argent public. Alors ces locaux, ils sont certes municipaux, mais ils sont mis à disposition des syndicats depuis presque 9 décennies, sans que cela n'ait jamais été remis en question. Peu importe, Christophe Barthès les a informés de son intention de mettre fin à cette occupation sans titre. Comme quoi, faut jamais rien considérer comme acquis. Et comme d'habitude, tout ça, ça donne lieu à une débauche de communication aussi gênante que populiste. Le maire d'extrême droite s'est notamment filmé en train d'apporter des cartons de déménagement aux syndicalistes en pleine manif. Alors vous noterez tout de même au passage qu'il n'est pas venu seul dans la foule pour faire son cirque là. Il s'est entouré d'un nombre assez conséquent de policiers municipaux et nationaux. Comme quoi, l'argent public, on a vite fait de le claquer pour son propre intérêt. Alors dans la même veine, il a aussi coupé les vivres aux médias locaux, on en a parlé, particulièrement le groupe La Dépêche du Midi, qui semble lui filer des boutons. Fini les partenariats culturels et l'achat d'espaces publicitaires au motif que Christophe Barthès refuse, je cite, d'engraisser les médias d'extrême gauche. Rien que ça. Une presse locale qui nous a dénigré, tapé dessus toute la campagne, vraiment pas objective du tout. Elle était vraiment là pour nous démolir.
Il n'était pas question, une fois arrivé à la mairie, que nous subventionnions cette presse. Mais n'allez pas croire qu'il s'arrête là. Non, 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 vraiment. Tous les contre-pouvoirs y passent, même les mobilisations lycéennes. Nous sommes toujours quelques jours après l'élection. Cette fois, le maire s'est infiltré dans une conversation privée où des élèves s'organisaient en vue justement d'une mobilisation contre l'extrême droite. L'élu poste alors ce message menaçant, je cite, « Nous avons récupéré les pseudos de chaque membre du groupe et les forces de l'ordre sont prévenues en cas de manifestation non déclarée. » Décidément, la démocratie va bon train dans l'Aude. Alors évidemment, ainsi intimidés, les lycéens ont abandonné tout projet de blocus, forcément. Mais la méthode utilisée par le maire n'a pas manqué de choquer l'opinion publique. Pris la main dans le pot de confiture, il a commencé à nier, évoquant un faux compte. Sauf que, raté, son propre entourage a fini par reconnaître qu'il s'agissait bel et bien de son compte officiel, plaidant de son côté la confusion et l'excès de travail. Ce qu'il faut pas entendre. Après la cohérence et l'honnêteté, c'est pas non plus vraiment son fonds de commerce à Christophe Barthès. L'une des premières tentatives de buzz qu'il a fomenté, c'était en retirant le drapeau européen du fronton de la mairie. Alors c'est légal, mais bon, ça a surtout permis de faire savoir au passage tout le bien qu'il pensait de l'institution. Mais patatras, il n'a fallu évidemment que quelques clics aux villes journalistes d'extrême gauche, j'imagine, pour rappeler que le maire est beaucoup moins défiant de l'Europe quand il s'agit de faire ses propres demandes de subventions. Son exploitation agricole a ainsi bénéficié de plus de 300 000 € d'aide de l'Europe au total. Et puis pareil, évidemment, à l'échelle de la ville, et c'est bien normal, l'Europe a financé l'aéroport local à hauteur de 11 millions d'euros, ou encore 3 millions pour l'hôpital. Moi, je vous le dis, dans quelques mois, c'est pas dit que le maire crache toujours sur l'argent de l'Europe. Mais en attendant tout ça, ça fait du clic sur Internet. Christophe Barthès, il fait parler de lui et il adore ça, on l'a bien compris. On pourrait encore citer son tout aussi médiatique refus de mettre des locaux municipaux à disposition du consulat d'Algérie alors qu'il y avait l'organisation d'élections législatives. Un grand démocrate, ce monsieur, décidément. Toujours est-il qu'au sein du parti, au RN, toutes ces frasques, pas vraiment alignées avec la stratégie de normalisation, ça commence un peu à agacer. Surtout à mesure que la présidentielle se profile, évidemment. Typiquement, cette histoire de drapeau européen retiré du fronton, ça fait ressurgir les accusations d'euroscepticisme dont le RN a bien du mal à se défaire. Et même chose quand Barthès se fend d'une déclaration d'amour public à Jeanne d'Arc, qui n'est évidemment pas sans rappeler celle en son temps de Jean-Marie Le Pen, la grande époque. Pas du meilleur effet, alors que les cadres tentent gentiment de faire oublier l'héritage du vieux patriarche, tortionnaire et collabo, entre autres. Alors le Trump occitan, comme il aime à se revendiquer, ne fait pas vraiment les affaires de l'appareil central, mais rien de surprenant, parce qu'avant d'être maire, Christophe Barthès a été député local, et déjà il était bien difficile à canaliser. Pour mémoire, c'est par exemple lui qui avait posé devant une pancarte « Va faire la soupe salope » adressée à Sandrine Rousseau et Marine Tondelier lors d'une visite des deux figures écologistes aux agriculteurs locaux. Alors ça manquait bien d'un peu de misogynie tout ça, vous en conviendrez. Officiellement, Marine Le Pen, elle assure laisser ses maires libres de gérer leur commune. Officieusement, c'est un peu une autre chanson. Plusieurs cadres du parti grincent clairement des dents. À moins d'un an de la présidentielle, ils auraient préféré que les nouveaux édiles parlent, je ne sais pas, sécurité, voirie ou propreté, des sujets bien balisés, plutôt que de rappeler, presque malgré eux, ce que le RN s'efforce tant bien que mal de faire oublier. Et le maire de Carcassonne, accro au buzz, est l'exemple le plus encombrant pour le parti d'extrême droite. Alors, petit point positif, il a quand même tenté de rentrer un peu dans le rang en cette période de canicule. Il a annoncé l'installation de climatiseurs dans les écoles, évidemment déclinaison locale du grand plan clim non chiffré défendu par Le Pen et ses ouailles. Et c'est un grand pas pour le climato-sceptique revendiqué qu'il est. Mais n'en demandez pas plus, ce sera le seul geste. D'ailleurs, la vague de chaleur exceptionnelle qu'on a vécue était tout bonnement absente de l'ultime conseil municipal avant l'été. Après tout, c'est pas important. Au RN, chasser le naturel, il revient très vite au galop.
Et avant de continuer avec le reste de l'actualité, on vous rappelle notre objectif. Nous avons besoin de 10 000 donateurs mensuels avant le 30 juillet. Aidez-nous à continuer à vous informer. C'est à partir de 5 € par mois et c'est défiscalisable. Rendez-vous sur capsurdika.lemediatv.fr. Notre survie ne dépend que de vous. Et puis vous le savez, si vous aimez le récap, que vous avez envie qu'on discute ensemble et proposer des sujets, je vous attends sur le canal de discussion Instagram. Le lien pour le rejoindre est dans la barre d'infos. Les premiers chiffres des dégâts humains causés par la canicule commencent à nous parvenir. Selon Santé publique France, depuis mercredi 24 juin, 1000 décès supplémentaires ont été observés par rapport au mois précédent. L'institution évoque également une hausse de 40% des seuls décès à domicile et un phénomène qui touche principalement les plus de 65 ans. Et on n'a pas encore évidemment fini de constater l'étendue du désastre. Auprès de nos confrères de France Info, Philippe Juvin, député LR et chef des urgences à l'hôpital Georges Pompidou à Paris, a déclaré dimanche, je le cite, « Demain matin, les aides à domicile et les familles vont revenir travailler. On va retrouver des personnes soit en très mauvais état, soit décédées. » Et puis la ministre de la Santé, dans les colonnes de la Tribune dimanche, observe de son côté un nombre de décès supérieur à la normale et promet de communiquer en transparence dès que possible, dit-elle. Alors la transparence, en plus de la réactivité, sont justement deux des choses les plus reprochées au gouvernement. Entre un Sébastien Lecornu jugé trop discret et dont la responsabilité politique est de plus en plus pointée du doigt. Alors il faut dire que les coupes budgétaires des derniers PLF ont évidemment mis à mal notre système de santé, ainsi que la transition écologique, y compris dans leur propre camp. Le duo Lecornu-Macron prend pour son grade. Après mon départ de Matignon, je ne suis pas sûre que la planification écologique et énergétique ait été portée avec la même énergie. Ça, c'est l'ancienne première ministre Elisabeth Borne qui l'a dit. On règle ses comptes, visiblement. Nul doute que les prochains jours sauront nous éclairer un peu plus sur ce sujet. Et direction la Kanaky, Nouvelle-Calédonie. Alors, pas de majorité absolue, mais un camp loyaliste qui sort renforcé des élections provinciales qui se sont tenues ce dimanche 28 juin sur l'archipel. C'est la première fois que ces élections ont lieu depuis 2019, 2 ans après les émeutes de mai 2024. On rappelle que celles-ci avaient été déclenchées par une tentative d'élargir le corps électoral à des résidents plus récents. Ce scrutin a d'ailleurs vu la participation de 10 000 natifs supplémentaires suite à la loi organique votée au printemps dernier. Au total, la liste Les Loyalistes, le Rassemblement, compte 24 des 54 sièges que compte le Congrès. Et les indépendantistes, comptent 26 postes, mais ils sont divisés entre le FLNKS, l'Unipalika et Dynamique Autochtone. Le scrutin a également été marqué par une forte abstention, le taux de participation se situant à 63%. C'est plus faible qu'en 2019 lors du précédent scrutin. L'armée israélienne a de nouveau frappé le Liban. Les attaques ont eu lieu le dimanche 28 juin, soit 2 jours à peine après avoir signé l'accord cadre. C'était vendredi 26 juin. L'armée israélienne a affirmé cibler des combattants du Hezbollah. Le Hezbollah, justement, a réagi en déclarant, je cite, que ce qu'a fait l'ennemi est une violation flagrante du cessez-le-feu auquel il s'était tenu jusque-là et qu'il surveille et recense ces violations, se réservant le droit de défendre sa patrie et son peuple. Fin de citation. Il est vrai que l'accord cadre en question est assez peu équitable, s'ils sont censés apporter une paix et une sécurité, selon le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio. Rien n'est moins sûr dans la réalité. En effet, dans la foulée de la signature de ces accords, Benyamin Netanyahou a déclaré qu'il ne laisserait pas les populations sud-libanaises revenir chez elles, décidant d'en faire sa fameuse zone de sécurité. Il a aussi déclaré, je cite, qu'Israël permettra à l'armée libanaise d'avoir 2 zones pilotes dans le sud du Liban. À croire que c'est le Liban qui a envahi Israël. Le chef du Parlement libanais a quant à lui affirmé que l'accord ne sera pas appliqué en l'état et le Hezbollah, lui, a tenté de faire pression sur les autorités libanaises en évoquant la guerre civile si le texte venait à être mis en application. Pendant ce même week-end, les frappes ont également repris entre les États-Unis et l'Iran, à peine plus d'une semaine après la signature de leur accord. La situation au Moyen-Orient semble aller de plus en plus vers une impasse.
Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et puis souvenez-vous, rendez-vous sur capsurdicap.lemediatv.fr pour devenir un de nos 10 000 donateurs mensuels et sauver notre chaîne avant le 31 juillet. Nous vous remercions. Très bonne soirée sur le Média.